En mai 2015, Pascal Ouzelot finira par transmettre au CSA, qu'il réclamait à corps et à cri depuis 1 an et demi, le mystérieux pacte d'actionnaires de numéro 23. Souvenons-nous qu'en octobre 2004, et sur la requête de TF1, le Conseil d'État avait déjà annulé 6 des 23 autorisations délivrées le 10 juin 2003 par votre Conseil. C'était un raisonnement que je rappelle très, très rapidement en 3 temps. En premier lieu, il avait relevé qu'à la date à laquelle le CSA avait délivré ses autorisations, l'article 41 de la loi du 30 septembre 86 relative à la communication audiovisuelle limitait à 5 le nombre d'autorisations de diffusion qu'une même personne physique ou morale pouvait détenir, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés qu'elle aurait contrôlées. Il avait estimé en second lieu qu'une société en contrôle une autre, et ça aussi c'est important, lorsqu'elle possède la majorité des droits de vote. Et que lorsque 2 ou plusieurs personnes agissant de concert déterminent en commun les décisions prises par les assemblées générales d'une société tierce, ces personnes sont réputées exercer un contrôle conjoint sur cette société. En dernier lieu, le Conseil d'État avait examiné, à la lumière de ces principes, la structure financière des sociétés visées par la requête. Alors aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Il s'agit primo de comprendre pourquoi l'oligarque Alisher Ousmanov s'est réveillé un beau matin dans le smog londonien avec l'irrépressible envie d'investir plusieurs millions, centaines de millions d'euros, dizaines de millions d'euros dans une chaîne française fantôme. Et secondo, de découvrir à quelle hauteur exacte se situe son investissement. Et par conséquent, la réalité du contrôle de numéro 23 par une puissance extra-européenne. Ce n'est pas parce que l'argent transite par Chypre qu'il en retient les effluves européennes. L'article 40 de la loi du 30 septembre 86 est clair, qui limite à 20% la part d'actionnariat extra-communautaire, direct ou indirect, du capital des sociétés de télévision en matière d'autorisation. Peu importe, dès lors, les quotités initialement inscrites au pacte d'actionnaires, celui qui paie étant juridiquement considéré comme le donneur d'ordre et donc le patron fictif de la chaîne. Mais ça, c'est vrai partout. C'est triste, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. À l'aune de ces éléments, le CSA est déjà tout à fait en mesure, s'il le décide, de retirer à numéro 23 l'autorisation d'émettre. Cela ne léserait personne, puisque la chaîne n'a aucune audience. Et mieux encore, aurait surtout le mérite d'éviter de passer de l'escroquerie intellectuelle à l'enrichissement personnel à partir d'une ressource publique. Si le Conseil ne va pas jusqu'à cette extrémité, l'amendement adopté il y a quelques jours en commission mixte paritaire par la représentation nationale permettra au régulateur de ne pas accorder son agrément à la revente si l'opérateur n'a pas respecté les engagements contractés dans sa convention et a obligé ce dernier, sous réserve qu'il se soit mis en conformité, bien sûr, au niveau de la loi de 86, à respecter ses engagements conventionnels. Mais autre problème, le pacte d'actionnaires signé le 21 octobre 2013 entre Pascal Ouzelot et UTH Russia, le groupe d'Alisher Ousmanov, est assorti d'une cause, in English, qui prévoit, outre les millions d'euros versés pour éponger les pertes, il serait d'ailleurs intéressant de voir exactement combien et quelle est aussi l'origine des fonds, cette clause prévoit donc une vente de la société dès que possible à partir de janvier 2015. Au moment même où Pascal Ouzelot constitue le capital de la société, je rappelle, c'était une petite SAS de 10 000 euros, avec 2-3 copains qui a mis qui 150 euros, qui 330 euros. C'est public, enfin, c'est pas public, mais j'ai vu le document du commissaire aux apports et le pacte d'actionnaires, et c'est très clair. Donc, à ce moment-là, il négocie, où il constitue le capital de sa petite société. Il signe une convention bien peu contraignante, qui était rédigée à l'époque, si je me souviens bien, par un ancien conseiller Gabla, Emmanuel Gabla, et par le président Boyon. Et il négocie avec son principal actionnaire russe une clause prévoyant que la chaîne sera revendue sitôt le délai légal des 2 ans et demi écoulés. CQFD. Le projet est une tromperie et l'oligarque russe est seulement venu faire du portage. Pourquoi ? L'histoire ne le dit pas encore. Tant l'homme est richissime et tant ses apports ne constituent pour lui que de l'argent de poche. Je rappelle qu'il est première fortune de Grande-Bretagne, 3e fortune de Russie. Monsieur le Président, je suis obligé, moi, de vous rappeler à l'horaire. Voilà, 71e fortune mondiale. Alors, je fais un peu plus long parce que je ne sais pas si... Oui, mais pas trop, d'accord. Je ne sais pas si vous pourrez m'apporter les réponses. Bon, je ne préjuge de rien. Bon, je vais faire vite. Alors, premier miracle. Je vais rester dans les miracles. Monsieur Veil émerge et se porte candidat pour acheter la dite chaîne, le faisant publiquement savoir en avril de cette année, une fois que tout est bouclé. Et second miracle,
Voilà qu'au début de l'été, émerge Patrick Drahi, qui vient à son tour absorber le groupe Next Radio TV, et par conséquent, numéro 23. Je passe sur la mise fantaisie sur le marché. Ça sera trop long, je n'en parle pas. Ce qui est intéressant, c'est que le pacte était déjà scellé en amont et que toute personne non incluse dans l'affaire dès le début n'était évidemment contactée que pour servir d'alibi en cas de problème. Avec sa minorité de blocage et son financement en besoin de fonds de roulement, c'est bien Alisher Ousmanov qui apparaît comme le donneur d'ordre et par conséquent le vrai patron de numéro 23. D'autant que le pacte précise qu'aucune décision de l'Assemblée générale extraordinaire ne peut être prise sans l'aval du TH Russia. Ça, c'est un point capital. Ce n'est pas fini. Pascal Ouzlo a également signé au mois de mai 2014 un accord avec IPCO, détenu par l'ancien émir du Qatar. Je ne m'étends pas. Enfin, les autres actionnaires français qui ont financé la chaîne Fantôme, 14 millions au total pour le prêt consenti à numéro 23. Rappelons, c'est un emprunt obligataire. Un emprunt obligataire, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre de créance. Il représente une dette remboursable à une date et pour un montant fixé à l'avance qui rapporte un intérêt. En cours de vie, la valeur d'une obligation évolue à la hausse ou à la baisse. Le capital étant intégralement remboursé à l'échéance, la vente avant l'échéance peut donc entraîner des plus-values ou des moins-values. Cherchez bien dans l'histoire, qu'est-ce que ça a apporté, des moins-values ou des plus-values. L'existence de ce pacte, dans laquelle figure quand même la fine fleur du CAC 40, le Qatar et la Russie, ne pouvaient donc en aucune manière, être ignorés d'Alain Veil qui s'est porté à cœur de la chaîne. Numéro 23, après donc que celle-ci eût été sauvée, je le rappelle, à la faveur de retrait de recours au Conseil d'État. Elle ne peut a fortiori être ignorée d'Altis. Pascal Ouzlo n'aura été qu'un vecteur bien commode, le pont avancé d'un vaste système transversal qui, via l'entre-gens et les réseaux, prospère sur le bien public en revêtant les habits des causes les plus nobles et à ce titre difficilement attaquables. Cette histoire de diversité n'était qu'un moyen pour obtenir à titre gracieux un canal sur la TNT, le conserver pendant les 2 ans et demi que la loi impose, quasiment sans embaucher, puisque je rappelle que la chaîne a 4 ou 5 salariés, ni investir, 0, et la revendre sitôt passé zélé, 2 ans et 9 mois après, en réalisant la plus incroyable et la plus belle et la plus extraordinaire des plus-values. C'est un système sophistiqué qui puise à l'international que Pascal Ouzlo n'a pu réaliser évidemment tout seul. Personne physique, désargenté. On peut avoir de l'entre-gens. Monter un système comme ça, c'est quand même pas à la portée du premier venu. Après lecture de nos différents articles, et je vais résumer mon propos, consacré au sujet, Alisher Ousmanov, basé à Londres, me fera appeler par sa plus proche collaboratrice, le 15 juin 2015, laquelle me dira en anglais, premièrement, que M. Ousmanov est seulement un homme d'affaires, qu'il ne fait pas de politique et qu'il n'est pas un espion du KGB. Mr. Maisto, you wrote Mr. Ousmanov is a spy. Mr. Ousmanov is not a spy. Très bien. Que tout était écrit dans mes articles, tout ce qui était écrit était juste, mais que M. Ousmanov avait quitté ses fonctions à la tête de la holding chargée des investissements de Gazprom en octobre 2014. Oui, très bien, je le note. Et enfin, qu'il avait bien étudié Yandex, la Google russe, mais que finalement, il n'y avait pas investi d'argent. Alors je dis, c'est tout ce que vous avez à dire ? Oui, tout le reste est juste.